Madame Sapiens, partie 4 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. L'étude de l'ADN permet également d'établir les filiations et savoir si elles sont patrilinéaires lorsque les enfants appartiennent au groupe de filiation de leur père ou si elles sont matrilinéaires quand les enfants appartiennent au groupe de filiation de leur mère, vous l'aviez compris. On peut comme ça retrouver les lignages, les clans et même l'ancêtre paternel ou maternel commun, ce qui est quand même extraordinaire. La filiation laisse une trace dans la distribution, là je vais aller dans le détail, la filiation laisse une trace en fait dans la distribution de la diversité des chromosomes Y ou ADN mitochondrial. Pour la retracer, il faut extraire les données du chromosome Y et de l'ADN mitochondrial de suffisamment d'individus d'une même population, ce qui n'est évidemment pas chose facile, l'ADN est toujours très endommagé. Les résultats révèlent une organisation patrilinéaire en Europe de l'Ouest, au Néolithique, et en Pologne. Il montre que les sociétés du néolithique et de l'âge du bronze sont majoritairement patrilinéaires. Alors il faut quand même aborder une autre grande question essentielle, toujours, quelles que soient les époques, le sexe. Les nouvelles recherches sur la femme préhistorique offrent de nouvelles données pour écrire une histoire sensuelle et intime de nos ancêtres. L'étude de l'ADN révèle un brassage génétique assez homogène qui montre que les sociétés paléolithiques échangent autant de femmes que d'hommes. Peut-être même que la femme est carrément libre de choisir son partenaire. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs connaissent au moins de façon, on va dire, empirique, les lois du sang et les dangers de la consanguinité. Il faut donc échanger des hommes et des femmes issus de groupes humains différents pour éviter les maladies génétiques. Ce qui ne doit pas être facile vu qu'ils sont, encore une fois, moins de 200 000. Et les mariages sont l'occasion de sceller des alliances entre groupes humains différents. L'ADN révèle que des unions ont été constituées entre groupes humains éloignés géographiquement, scellant comme ça des alliances économiques et politiques sur de longues distances. Et il semble que ce soit surtout les femmes qui partent vivre dans le clan de leur partenaire. De cette manière, elle diffuse à son nouveau groupe les savoir-faire et les croyances de son groupe d'origine. Elle favorise les progrès et les améliorations techniques. Donc la femme préhistorique est une source de richesse génétique et culturelle. Mais peut-on imaginer une rencontre entre un homme et une femme sans affection, sans amour ? Eh bien, en réalité, les comportements humains utilisés pour montrer l'affection ne laissent, vous pouvez comprendre, bien sûr, pas de traces archéologiques. Pourtant, encore une fois, c'est l'ethnologie qui va nous montrer qu'il n'y a pas de survie sans affection. Même les animaux, d'ailleurs, entre eux, échangent des gestes tendres. Ils se prennent dans les bras, se donnent des baisers. Les stratégies de séduction varient aussi selon les groupes humains. Par exemple, l'échange de baisers semble être largement répandu dans nos sociétés actuelles. On peut donc imaginer qu'il l'était aussi dans les sociétés paléolithiques, sans toutefois être en mesure, encore une fois, de l'affirmer avec certitude. Une chercheuse américaine de l'Université du Michigan s'est intéressée au baiser. Et elle s'est rendue compte qu'il n'était pas seulement culturel, il est aussi physiologique. Et effectivement, il sécrèterait de la dopamine, de l'ocytocine, qu'on appelle aussi l'hormone de l'attachement, de la sérotonine et de l'adrénaline. Vous avez là un sacré cocktail explosif. Il augmente la sensation de bien-être et il lie les deux partenaires de manière durable. Les anthropologues ont compris que les liens durables entre les êtres dépendent de la pratique des gestes d'affection. Oui, tout ça n'est pas nouveau. Vous savez, quand on prive aujourd'hui un enfant de l'affection de sa mère au moment de la naissance, on sait que ça peut avoir des répercussions plus tard. Eh bien, tout ça est très varié selon les groupes humains, bien sûr, mais il semble que ce soit la bouche qui attire plus que d'autres parties du visage, peut-être parce que c'est la plus sensible. C'est aussi le premier moyen d'explorer le monde, surtout pour un bébé. Et figurez-vous que la bouche d'une femme en dit long sur sa capacité de reproductrice. Elle apparaît comme un véritable baromètre hormonal compréhensible par l'homme. Ses formes rebondies trahissent un fort taux d'œstrogène et la font ressembler à une vulve. Le site de Bocairo, situé au cœur du parc national de la Sierra de Capivara au Brésil, conserve une trace unique à ce jour des pratiques d'affection
de nos ancêtres. Sur l'une des parois d'une grotte, vous avez deux personnages de profil, un plus petit que l'autre, qui tendent leur visage l'un vers l'autre et échangent le baiser le plus long de toute l'histoire de l'humanité, puisqu'il dure depuis 15 000 ans. Alors après les baisers, les partenaires passent à une activité plus intime, je dirais, mais essentielle bien sûr à la survie du groupe, la sexualité. Au vu du nombre considérable de représentations de vulves sur les parois des grottes, et oui, effectivement, il semble certain qu'elles jouent un rôle important dans le quotidien et l'univers mental des préhistoriques. Et plein de questions se posent alors, et j'imagine que vous vous les posez aussi. Comment est-ce qu'on peut interpréter tous ces dessins? Est-ce qu'ils marquent le respect que nos ancêtres portaient aux femmes? Sont-ils des images censées agir de manière positive sur l'issue de la chasse? Est-ce que ce sont des symboles de fertilité? Est-ce que c'est des images magiques pour favoriser la reproduction? Est-ce que c'est tout simplement pas le YouPorn préhistorique? Tout ça, c'est difficile à savoir. Les vulves ne sont pas les seuls témoignages de l'activité sexuelle des paléolithiques. Vous avez des plaquettes gravées qui sont retrouvées dans les grottes d'Anlen en Ariège et de la Marche dans la Vienne, qui sont ornées de scènes on ne peut plus explicites. Sur l'une d'elles, deux corps gravés sont superposés, ployés vers l'avant, surpris comme ça, en pleine levrette. Sur une autre, des silhouettes féminines schématiques sont inclinées vers l'avant, interprétées comme des femmes offertes à leur partenaire. Sur une autre, figure un couple debout, étroitement enlacé. Leur interprétation est loin quand même de faire l'unanimité parmi les spécialistes parce que les plaquettes sont entièrement recouvertes d'un inextricable fouillis de traits. Quoi qu'il en soit, ces scènes ont été taxées d'érotisme, voire de pornographie par les premiers préhistoriens qui les ont observées. Mais je rappelle, c'est le 19e siècle. Mais cette vision reflète plutôt des fantasmes de nos sociétés modernes. La sexualité repose sur des normes multiples qui sont propres, bien sûr, à chaque groupe. La recherche du plaisir sexuel est un moyen de resserrer les liens entre les individus tout en multipliant le nombre de fécondations et des naissances. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité et surtout sans pub. Le lien est dans la description.